Je vais vous présenter le projet CIGEO en lien avec la question du temps long. Le projet CIGEO, c'est un projet de stockage géologique des déchets radioactifs que nous préparons et qui, s'il est accepté, sera situé au voisinage du laboratoire souterrain que l'ANDRA exploite actuellement à Bure. Nous exploitons ce laboratoire souterrain depuis 2000 pour y mener des recherches, justement en vue de préparer ce stockage géologique. Alors, je vais commencer par présenter la grande diversité des déchets radioactifs. Et je vais commencer par vous dire qu'ils sont classés selon deux grands critères. Le niveau d'activité, de radioactivité, qui se mesure en becquerel par gramme de déchets, et la durée de vie. Alors, le niveau d'activité, c'est la dimension verticale du tableau que vous avez sous les yeux. On lit à droite que ça va de la très faible activité, une activité presque négligeable, presque sans effet sur l'homme, jusqu'à de la haute activité, où là, au contraire, les effets de la radioactivité vont être très forts sur les tissus humains. Et la durée de vie, c'est la dimension horizontale de ce tableau. Ça va d'une vie très courte, c'est-à-dire de déchets contenant des radionucléides dont la période est inférieure à 100 jours, et qu'en fait, on n'a pas besoin de gérer. Concrètement, il suffit d'attendre quelques centaines de jours pour qu'il ne soit plus radioactif. Ça va donc de cette vie très courte jusqu'à de la vie longue, ce qu'on appelle une vie longue dans notre jargon. C'est des radionucléides dont la période, la demi-vie, est supérieure à une trentaine d'années. Voilà, alors quand on croise ces deux critères, eh bien, on aboutit à différentes catégories de déchets. Et je voudrais commencer par pointer les catégories que vous lisez TFA, un peu en gros en haut à droite du tableau, et FMAVC, faible et moyenne activité à vie courte, que vous voyez strictement au milieu du tableau. Ces deux catégories de déchets, comme on va le voir juste après, représentent l'énorme majorité du volume de déchets radioactifs que nous produisons. Et ces déchets, aujourd'hui, ils sont gérés de manière définitive par l'ANDRA, l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs, dans des centres de stockage situés en surface. Nous en avons deux en exploitation actuellement, un pour les déchets TFA, un pour les déchets faible activité vie courte. Ils se trouvent tous les deux dans le département de l'Aube. Et ce n'est pas sur ces déchets que va porter ma présentation. En fait, ma présentation, elle va porter sur la case du bas à droite, les déchets de moyenne activité à vie longue et les déchets de haute activité, pour lesquels on développe donc ce projet de stockage géologique CIGEO. Alors, il en reste encore une, la catégorie FAVL sur la droite, couleur orangée. FAVL voulant dire faible activité et vie longue. C'est des déchets pour lesquels on n'a pas aujourd'hui de solution opérationnelle et pour lesquels on est en recherche de solutions. Mais honnêtement, on est moins avancé pour ces déchets, paradoxalement, que pour les déchets destinés au projet CIGEO. Moins avancé, mais ça n'empêche pas, bien sûr, d'y travailler aujourd'hui. Donc, je vais me focaliser sur les déchets HA et MAVL, mais quand même, d'abord, pour continuer le panorama général, aujourd'hui, à fin 2019 pour être précis, on comptabilisait 1 670 000 m3 de déchets radioactifs produits, on va dire produits depuis le début du nucléaire en France. 1 670 000 m3, il manque un zéro d'ailleurs avant mètre cube
en haut à droite, dont évidemment la grande majorité, on va dire 60%, vient directement de l'industrie électronucléaire, de nos centrales nucléaires et du cycle du combustible nucléaire utilisé dans ces centrales. Nous avons 27% qui vient de la recherche, mais il faut être honnête, une grande partie de cette recherche est quand même en support de l'industrie électronucléaire. Nous avons une dizaine de pourcents, un peu moins, qui vient du nucléaire de défense, mais nous avons aussi 3,4% pour être précis de déchets radioactifs qui viennent d'activités totalement non nucléaires. Par exemple, on utilise des sources radioactives pour mesurer des niveaux dans des cuves industrielles, des choses comme ça. Et nous avons évidemment du médical. Alors, ce qu'on va voir sur la partie droite de la diapositive, d'abord, je voudrais que vous regardiez la partie inférieure, en bas à droite, où vous voyez que les déchets TFA et FMAVC qui sont stockés aujourd'hui industriellement dans l'Aube représentent l'immense majorité du volume de ces déchets, et que les déchets pour lesquels nous avons encore à travailler pour développer des solutions industrielles, donc SAVL, j'en ai parlé, et MAVL et HA, c'est en haut à droite, représentent un volume beaucoup plus limité. Par contre, si vous regardez la quantité de radioactivité que les déchets concentrent, vous voyez que 95% de la radioactivité de la totalité des déchets sont en fait concentrés dans les déchets HA de haute activité. Les déchets MAVL concentrent moins de radioactivité que les déchets HA, ils sont donc moins dangereux, mais ils sont quand même suffisamment dangereux pour justifier des dispositions de gestion comparables à celles des déchets HA. Alors, si on veut en savoir plus sur tous ces déchets radioactifs, eh bien, c'est très simple. Ils sont inventoriés par l'ANDRA, qui a une mission d'inventaire des déchets radioactifs en France, inventaire de l'existant et aussi prévision de ce qui sera produit à l'avenir. Et on trouve ça sur l'inventaire national, donc sur le site internet de l'ANDRA. Voilà, alors je vais maintenant me focaliser sur les déchets HA et MAVL, ceux qui sont destinés à ce projet CIGEO. Et on va voir qu'il y a deux grandes sources de déchets HA et MAVL. La première source, c'est les déchets issus du traitement des combustibles nucléaires usés. Les combustibles nucléaires, c'est ce qu'on utilise pour faire marcher nos centrales électronucléaires. Le combustible nucléaire, soit il est fait d'uranium, soit il est fait de mélange d'uranium et de plutonium, les combustibles MOX, dont certains ont sans doute entendu parler. Les combustibles restent entre 4 et 5 ans dans le cœur des réacteurs, puis ils sont déchargés des réacteurs, envoyés à l'usine Orano de La Hague, où ils sont retraités. Le retraitement, ça consiste à séparer au sein des combustibles usés la partie qui peut être recyclée, donc concrètement l'uranium et le plutonium qui se trouvent dans ce combustible usé, de ce qui ne peut pas être recyclé, donc ce qui va devenir un déchet radioactif. Donc on va trouver dans ces déchets radioactifs du retraitement des combustibles usés, d'une part, les véritables résidus de la réaction nucléaire, qui sont des produits de fission et des actinides mineurs. Donc, produits de fission, c'est des atomes radioactifs légers qui sont issus en fait du fait que de l'uranium ou du plutonium, des atomes sont cassés en morceaux, ça fait des produits de fission. Et les actinides mineurs, ce sont des transuraniens, des atomes radioactifs qui se sont produits par capture de neutrons. Tout ça, c'est des résidus de la réaction nucléaire. On a aussi toujours venant des combustibles usés, des structures métalliques dans lesquelles l'uranium était conditionné pour être en réacteur. Alors, les produits de fission et les actinides mineurs, ils sont vitrifiés et coulés dans des conteneurs en inox. Les déchets de structures métalliques, qui s'appellent ici coques et embouts sur le transparent, c'est du jargon, sont compactés et placés aussi dans des conteneurs en acier inox. Voilà. Alors, on a une deuxième grande source de déchets, MAVL, qui sont des déchets produits par l'exploitation des différentes installations nucléaires en France, qui sont par exemple des pièces que l'on réforme lors de la maintenance des installations et dont le contenu radioactif serait suffisamment élevé pour être considéré comme des déchets MAVL. Voilà, donc vous avez en bas du slide les volumes prévus, volumes correspondant à ce qui existe aujourd'hui
ce qui existe aujourd'hui, puisque aujourd'hui, en gros, nous avons de l'ordre de 60% des déchets inventoriés MAVL qui sont déjà produits, et nous avons déjà 40% des déchets achats qui sont déjà produits. Donc, ce volume de 73 000 m3 et de 10 000 m3, respectivement pour les MAVL et achats, correspond à ce qui existe déjà, plus ce que va produire le parc électrique, le parc électronucléaire actuel, jusqu'au terme de son exploitation, y compris la centrale de Flamanville qui est en construction. Alors, puisque beaucoup de ces déchets sont déjà produits, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Ils se trouvent rassemblés sur 4 grands sites principaux de production de déchets que vous avez là, Marcoule pour le CEA, Cadarache pour le CEA, La Hague pour Orano. Mais à La Hague, on trouve aussi des déchets d'EDF qui sont entreposés par Orano et Bugey. Donc, ces installations d'entreposage de ces déchets achats et MAVL sont des bâtiments très sécurisés qui permettent de surveiller et de confiner ces déchets de manière tout à fait sûre. Le seul problème, si j'ose dire, c'est que ce sont des bâtiments et que les bâtiments en surface ont une durée de vie limitée. En général, ces bâtiments ont une durée de vie de cinquantaine d'années. Les tout derniers qui ont été construits, on peut compter sur une durée de vie jusqu'à 100 ans, pas plus. Et au terme de cette durée de vie, les déchets doivent être retirés. On doit construire de nouvelles installations pour les accueillir. C'est d'ailleurs ce qui se passe à Marcoule, où de vieilles installations d'entreposage sont progressivement remplacées par de nouvelles. Alors, ce sont donc ces installations d'entreposage des solutions de gestion provisoires. Le problème, ou la question qui se pose aujourd'hui, c'est de passer à une solution définitive. Et c'est ça qu'on va appeler le stockage, par opposition à l'entreposage, qui est une solution temporaire. Alors, clairement, le niveau de radioactivité, le niveau de dangerosité des déchets HAMAVL ne permet pas de les stocker dans nos installations de stockage de l'ANDRA qui existent aujourd'hui, qui sont en surface. Ils sont trop dangereux et c'est la raison pour laquelle on doit passer à une installation plus performante qui est le stockage en formation géologique profonde, donc le projet CIGEO. Le principe du stockage géologique, c'est de placer les déchets au cœur d'une formation géologique profonde pour, d'une part, éviter que ces déchets soient soumis à des perturbations de la surface, à des phénomènes d'érosion, à des phénomènes de vieillissement, comme ce qui se passe sur des bâtiments en surface, et puis d'être capable de confiner les substances radioactives contenues par les déchets, de les empêcher de migrer vers l'environnement, et ceci sur des durées très longues, puisqu'il s'agit de solutions définitives, qu'on est en présence de déchets à vie longue, donc qui vont rester dangereux pendant plusieurs dizaines et même centaines de milliers d'années. La radioactivité décroît dans le temps, la dangerosité diminue donc aussi avec la radioactivité, mais elle reste forte pendant des échelles de temps de plusieurs dizaines et voire de centaines de milliers d'années. Au lieu de confiner ces déchets par des bâtiments en surface, par des systèmes de ventilation, de surveillance qui sont maintenus par l'homme, on va confier ce travail de confinement à la géologie. Et une fois qu'on aura mis en place les déchets au milieu de la couche et qu'on aura fermé, bouché tous les trous qu'on aura créés pour ce faire, on va considérer que ce confinement se réalise de manière passive, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus besoin d'action humaine pour que ce confinement perdure sur des dizaines et des centaines de milliers d'années. Et que ce confinement perdure, même si on oubliait l'existence même du stockage. Alors attention, l'objectif n'est absolument pas d'oublier ces déchets et ce stockage. Au contraire, nous cherchons à maintenir la mémoire de tout cela le plus longtemps possible, mais malgré tout, on s'assure que le stockage restera sûr, même si on était amené à l'avoir oublié, typiquement au bout de quelques siècles. Il fonctionne de manière passive.
Voilà, alors, évidemment, donc, si je rentre plus dans le détail, l'objectif, c'est de limiter l'impact de la radioactivité sur l'homme et l'environnement. On a pour ça une unité de mesure qui est le sievert, qui mesure l'irradiation du corps humain par des substances radioactives qui auraient quitté notre installation et qui auraient atteint l'environnement. Pendant la phase d'exploitation, c'est-à-dire pendant qu'on mettra concrètement les déchets au cœur de la couche, pendant qu'on les placera au cœur de la couche, on est finalement dans une situation qui ressemble d'un point de vue industriel à ce qu'on fait dans des entreposages. Et là, on sait qu'on aura un niveau d'exposition radiologique extrêmement faible. Vous voyez ici un chiffre, 0,001 millisieverts par an. Ça vous parle peut-être pas, mais juste par comparaison, la radioactivité naturelle moyenne en France est de 3,5 millisieverts par an. Et on considère que chaque Français est exposé en moyenne à 1,5 millisieverts par an pour les examens radiologiques, médico-radiologiques. Donc là, on est vraiment sur des chiffres qui sont même pas significatifs. C'est évidemment toutes les dispositions de sécurité en exploitation, de sûreté, il faut le dire, en exploitation, qui permettent d'aboutir à ça. Et à long terme, justement, c'est la spécificité de ces géos, c'est de pouvoir, même une fois qu'on l'aura fermé, même si on l'avait oublié, continuer à assurer cette protection radiologique de l'homme. Alors, nos études, on les pousse jusqu'à 1 million d'années. Ça paraît énorme, on verra tout à l'heure que ce n'est pas tant que ça en réalité pour un géologue. Et 1 million d'années, alors évidemment, pour évaluer l'impact radiologique dans 1 million d'années, on procède par des simulations numériques, par des études scientifiques pour comparer la situation de stockage avec des situations naturelles existantes. Il faut savoir que la limite de dose calculée que nous avons pour CIGEO, c'est moins d'un dixième de la radioactivité naturelle. Alors, excusez-moi, ça va un peu trop vite. Voilà, on voyait 1 million d'années, on s'adresse à une échelle de temps qui est considérable pour le confinement de la radioactivité, mais finalement, ces temps longs, ils s'appliquent aussi à la mise en œuvre du projet. La mise en œuvre du projet s'étale sur une très grande durée aussi, pas sur 1 million d'années, évidemment. Ce projet, qui aujourd'hui est toujours un projet papier, encore une fois, ce projet, il a démarré il y a 20 ans, en 1991, par une loi qui a été, dont le rapporteur était Christian Bataille, donc on l'appelle la loi Bataille du nom de son rapporteur, qui organisait les recherches pour gérer ces déchets radioactifs de haute activité. Et cette loi mettait en place une phase de 15 ans de recherche selon 3 voies. Pas seulement la voie du stockage géologique, mais aussi d'autres voies, la transmutation, le prolongement de l'entreposage sur la longue durée. J'y reviendrai un peu tout à l'heure. Pour la voie du stockage, en 1998, le site que nous exploitons à Bure, le site du laboratoire souterrain de Bure a été choisi. Et donc, comme je l'ai déjà dit, en 2000 a commencé la construction du laboratoire de Bure. Le laboratoire de Bure, ce sera la deuxième présentation après la mienne. Voilà, en 2005, nous avons remis des dossiers de résultats de recherche. En 2005-2006, il y a eu un premier débat public sur la gestion des déchets radioactifs. Et en 2006, une nouvelle loi a retenu le stockage profond réversible pour la gestion de ces déchets HAMAVL. Le calendrier continue. À partir de 2006, on s'est orienté vers un travail de conception beaucoup plus détaillé par étapes successives. En 2009, nous avons identifié une zone d'implantation, non plus du laboratoire souterrain qui existait déjà, mais du futur CIGEO. En 2013, nous avons eu un débat public sur ce projet.
Nous avons déposé une demande de déclaration d'utilité publique et l'instruction est en cours. En fait, l'enquête publique est close là depuis quelques jours et nous avons la commission d'enquête qui prépare actuellement son rapport sur l'utilité publique. Et nous avons une prochaine étape l'année prochaine, si tout va bien, de déposer auprès des autorités une demande d'autorisation de création, cette fois-ci, de CIGEO. Voilà, je reviens un petit peu au contexte géologique dans lequel nous travaillons. Donc, le contexte géologique du site de Bure, c'est le grand bassin parisien, les grandes assiettes sédimentaires du bassin parisien. C'est une structure très simple pour un géologue et aussi très bien connue. La couche géologique dans laquelle CIGEO est prévu d'être implanté s'appelle le Callo-Oxfordien, c'est le nom de son âge géologique, et c'est une couche formée d'argilite. L'argilite, en gros, c'est une roche à base d'argile. Cette couche, elle a 160 millions d'années. Elle s'est formée il y a 160 millions d'années. En gros, elle est, comme on la voit aujourd'hui, depuis plus de 130 millions d'années. À la même profondeur, elle a les mêmes propriétés depuis donc largement plus de 100 millions d'années. Et le géologue, lui, il n'a qu'à extrapoler d'1 million d'années. Donc 1 million d'années, ce qui paraît énorme pour le commun des mortels, pour un géologue, c'est rien du tout, puisqu'il s'agit d'extrapoler de 1% dans l'avenir ce qu'il peut observer aujourd'hui in situ au niveau d'une couche qui a donc, encore une fois, 160 millions d'années. Cette couche, elle a autour de 150 mètres d'épaisseur, ce qui est bien pour une couche d'argile, et surtout, c'est une couche argileuse, donc qui présente une très faible perméabilité à l'eau. L'eau ne circule pas dans cette couche. C'est important parce que l'eau, c'est le principal vecteur de propagation potentielle des radionuclides jusqu'à l'environnement. Et en plus, l'argile a des propriétés physico-chimiques qui permettent de piéger une grande partie des radionuclides, de les sorber. Voilà, et cette couche, donc, elle est autour de 500 mètres de profondeur. Donc, le projet est prévu d'être implanté à 500 mètres de profondeur, ce qui, évidemment, mettra sur ce million d'années qui est devant nous, et sans doute au-delà, CIGEO à l'abri de l'érosion et à l'abri aussi de ce qu'on appelle les intrusions humaines il y a peu de chances que des personnes viennent forer à cet endroit-là à 500 mètres de profondeur. Cela étant, il faut savoir que dans nos études de sûreté, nous prenons en compte l'hypothèse où il y aurait une intrusion humaine involontaire sur le site de CIGEO. Mais j'en dirai pas plus parce que le temps passe. Et donc, voici une image de synthèse de ce que serait ce fameux centre de stockage CIGEO. Donc CIGEO, la partie noble, l'installation souterraine, là où on va mettre les déchets radioactifs, c'est à 500 mètres de profondeur, encore une fois au milieu de la couche du Callo-Oxfordien. Vous voyez sur l'image, en bas de l'image, une espèce de rectangle orange qui montre les ouvrages de stockage dans lesquels on placera les déchets de haute activité. Et vous voyez plus en rouge, donc qui est à gauche de cette zone orange, la zone où on placera les déchets MAVL. Pour accéder à l'installation souterraine, nous avons prévu des puits verticaux, notamment pour la ventilation, l'extraction de l'argile. Il faut creuser des galeries, extraire de l'argile pour mettre les déchets à la place. Et puis, une descendrie aussi, c'est-à-dire une galerie inclinée à une dizaine de pourcents pour descendre les colis de déchets depuis la surface, donc jusqu'à l'installation souterraine pour y être stockés. Et pour stocker nos 83 000 mètres cubes de déchets, donc ceux qui existent déjà et ceux que le parc électronucléaire continuera à produire jusqu'à son terme, il nous faut à peu près 15 km² en souterrain.
un peu moins de 15 km² en souterrain correspondant à ces zones orange et rouge que j'ai décrites avant. Ça représente à peu près 250 km de galeries souterraines de différentes tailles. Mais alors attention, ces 250 km de galeries et ces 15 km² donc d'emprise souterraine, ça ne va pas se faire d'un coup. C'est pas comme voilà, le Grand Paris où on est en train de creuser les tunnels pour le métro et puis le jour où les tunnels sont finis, eh bien, on utilise le métro. Non, nos 250 km², ils vont être creusés au fur et à mesure que l'on y amènera les déchets radioactifs. Et il faudra 120 ans pour avoir le temps de creuser tous ces ouvrages et d'y mettre les 83 000 m3 de déchets radioactifs. Ce sera un processus extrêmement progressif sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Donc on va zoomer un peu sur certaines parties de ce projet avec des images numériques évidemment. Donc là nous avons une vue de la zone en surface qui sera au débouché des descendries, des galeries inclinées donc qui nous permettront de descendre les colis de déchets radioactifs de la surface vers l'installation souterraine. Et si j'aurais attiré votre attention sur l'angle en bas à droite de cette slide, avec un peu d'imagination, il faut que vous y voyez une voie ferrée. Une voie ferrée qui va permettre d'embrancher Cigéo sur le réseau ferroviaire national pour amener donc les déchets radioactifs depuis les zones d'entreposage, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, jusqu'à Cigéo. Le fait de les amener de préférence par voie ferrée, c'est clairement une préférence qui a été exprimée lors du débat public sur ce projet, il y a quelques années. Donc, vous y voyez donc un terminal ferroviaire, et puis en plein milieu de l'image, cette fois-ci, des espèces de bâtiments qui sont la partie supérieure, le débouché des descendries, et qui permettent d'accueillir, de contrôler, de préparer les colis de déchets avant de les descendre en souterrain. Et là, nous avons une vue du système de transfert des colis que nous étudions pour équiper cette descendrie de descente des colis de déchets, donc entre la surface et l'installation souterraine. Et le principe retenu, c'est un funiculaire. Alors, un funiculaire avec évidemment une charge utile extrêmement lourde, puisque les colis de déchets vont être descendus à l'intérieur de boîtes métalliques très épaisses qui vont absorber le rayonnement et qui vont permettre aux opérateurs de circuler librement dans cette galerie, dans cette descendrie, même s'il y a des déchets irradiants qui sont descendus au fond. Alors, moi, cette figure, elle me permet d'illustrer un peu les dispositions de sécurité et de sûreté qui seront mises en place pour l'exploitation de Cigéo. Vous voyez que, par exemple, c'est électrique. Vous voyez qu'il n'y a pas de pneus. Ces systèmes lui permettent notamment de réduire considérablement et même d'empêcher l'occurrence d'un incendie. Ici, vous avez l'image d'un tunnel de stockage pour des déchets MAVL. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça ressemble un peu à un tunnel ferroviaire avec un revêtement en béton extrêmement robuste. L'idée, c'est de pouvoir récupérer les colis de déchets qu'on aura mis dans ces alvéoles, si on le souhaite, pendant toute la durée d'exploitation séculaire de Cigéo. Ici, vous avez une vision de ce que seraient les ouvrages de stockage de déchets de haute activité. Ce sont des micro-tunnels. La différence entre MAVL et HA, c'est que les déchets HA dégagent beaucoup de chaleur et qu'il faut les éloigner les uns des autres pour réduire l'échauffement dans la roche. Voilà, alors la mise en place de ce projet est longue, son exploitation sera longue, elle durera, je l'ai déjà dit, plus de 100 ans. Vous voyez ici quelques étapes majeures. En haut à droite, vous voyez ce qu'on envisage de faire dans une première tranche, et ceci servira de pilote, de phase pilote pour la suite. On va creuser donc ce qui est en haut à gauche. On va y amener des colis de déchets, on va regarder ce qui se passe, et si tout va bien, on sera autorisé à passer à l'étape suivante, donc qui est
le schéma qui est juste en dessous, sur la gauche, au milieu. Là, on a une image de ce que ce sera en 2055. Et si vous regardez bien, en fait, vous n'y verrez que des déchets MAVL. Parce que jusqu'en 2080, on ne stockera que des déchets MAVL. Et on commencera à stocker des déchets de haute activité qu'à partir de 2080. C'est important, c'est nécessaire pour des raisons de thermique, parce qu'il faut qu'ils décroissent un peu, que la radioactivité décroisse, avant qu'on puisse les accepter dans CIGEO. Évidemment, le plan que vous avez à terminaison au bout de 100 ans, qui est en haut à droite, c'est ce qu'on imagine aujourd'hui de ce que sera CIGEO dans un siècle. Évidemment, CIGEO doit être conçu de manière très adaptable pour s'adapter aux évolutions technologiques qui ne manqueront pas d'intervenir d'ici là, et aussi pour pouvoir éventuellement prendre en charge des évolutions de politique nucléaire. Ici, vous voyez ce que je viens de vous dire dans un calendrier. Vous voyez, on imagine qu'on puisse être autorisé de créer l'installation vers 2025. Il nous faudra une grosse dizaine d'années pour construire les premiers ouvrages, puis on va commencer à y mettre des colis de déchets radioactifs, et tout cela forme la phase industrielle pilote, au terme de laquelle nous devrons faire un bilan de ce qui s'est passé, et il nous faudra une nouvelle loi pour pouvoir décider de stocker l'ensemble des déchets MAVL. Et vous revoyez ensuite les jalons autour du stockage des déchets de haute activité vers 2080. Alors, y a-t-il des alternatives à CIGEO? Alors, il y a déjà ce qui est écrit sur ce transparent, je ne vais pas du tout le détailler, mais si ça vous intéresse, d'abord ces alternatives ont été évidemment décrites dans notre dossier de demande d'utilité publique. Et il y a aussi un rapport spécifique établi par l'IRSN sur cette question des alternatives au stockage géologique que vous trouvez en ligne. Voilà, est-ce qu'on peut les envoyer dans l'espace, la glace, etc. Voilà, les alternatives qui sont écrites sur ce transparent ne sont pas vraiment crédibles, et en tout cas, elles ne sont évidemment pas matures. Elles ne sont pas crédibles, d'ailleurs, l'alternative numéro 2 et numéro 3 seraient même contraires au droit international, au droit d'utiliser à la Convention de Londres concernant l'utilisation des mers. Voilà, mais on a quand même des alternatives sur lesquelles qui attirent davantage l'attention. Est-ce qu'on peut prolonger l'entreposage sur un siècle, peut-être même plus, au lieu de faire CIGEO? Ça, c'est ce qui est écrit à gauche. Et puis, est-ce que l'on peut faire disparaître les déchets par transmutation? Alors, soyons clairs, aujourd'hui, la transmutation, c'est possible. Techniquement, c'est possible. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que, un, ça ne concernerait pas les déchets MAVL, mais seulement les déchets achats. Que deux, ça ne concernerait que les futurs déchets achats, ceux qui ne seront pas encore conditionnés, ceux qui ne sont pas encore vitrifiés, ceux qui sont à produire à l'avenir. Donc, en gros, ça concernerait un futur parc nucléaire. Et que même si on transmute les déchets achats, il restera quand même suffisamment de déchets de moyenne activité, mais aussi de haute activité, pour qu'il reste nécessaire de mettre en place un stockage géologique. Alors, juste pour finir, je ne sais pas combien de temps il me reste, je pense 1 ou 2 minutes, ou j'ai même dépassé mon temps, j'imagine. C'est très bien que ça dépasse pas 2 minutes. Voilà, non mais voilà, je voulais juste signaler un exercice que nous avons fait dans le cadre de notre demande de déclaration d'utilité publique, une évaluation socio-économique de CIGEO. En gros, l'évaluation socio-économique d'un gros investissement comme celui-là, est-ce que c'est justifié d'un point de vue socio-économique de faire CIGEO? Alors pour ce faire, on a comparé notre projet CIGEO avec les MAVL puis les achats nominales avec des variantes et notamment le fait de poursuivre l'entreposage et d'attendre que des éventuelles alternatives émergent. Et on a comparé ces différents scénarios dans deux contextes sociétaux. Un contexte sociétal où la société continue à être comme elle est aujourd'hui et perdure sur quelques siècles. C'est le scénario dit OK. Et un scénario où ce n'est pas le cas, où on a des ruptures sociétales, où on a des dégradations sociétales qui feraient qu'un entreposage finirait par ne plus être maintenu et qu'un entreposage en surface, dans le cas où on ne ferait pas CIGEO, ne serait plus maintenu et que l'on aurait un relâchement de radioactivité très important. C'est le scénario KO.
Voilà, donc on a comparé tout ça, on a chiffré tout ça pour se dire, mais finalement, est-ce que ça vaut le coup de faire CIGEO d'un point de vue socio-économique? La conclusion, c'est que l'entreposage ne l'emporte sur le projet CIGEO, la poursuite de l'entreposage, qu'à condition d'être extrêmement optimiste sur l'avenir, optimiste sur la capacité de la société à maintenir tout ça, ou alors si on considère que les générations futures ont peu de valeur et qu'il ne faut pas trop s'y intéresser. Dans le cas contraire, l'étude socio-économique montre que ce CIGEO doit être réalisé. C'est d'ailleurs l'avis du secrétaire général pour l'investissement qui a évalué évidemment notre étude, ça lui était destiné, qui considère que CIGEO, c'est une forme d'assurance que l'on offre pour protéger les générations futures des déchets radioactifs, mais aussi d'aléas sociétaux. Et la prime d'assurance que l'on paye pour cela, en gros, c'est 8 milliards. Voilà, donc là j'ai mon dernier slide et j'en ai fini. C'est pour dire que nous ne sommes pas les seuls à étudier le stockage géologique. 15 pays ont déjà fait le choix du stockage géologique. Les organismes internationaux, de toute façon, internationaux recommandent évidemment de développer ce type de stockage. 13 pays ont déjà identifié un site de stockage ou sont en cours de recherche active. 9 pays disposent ou vont bientôt disposer d'un laboratoire de recherche du type de celui que nous avons à Bure et qu'on va découvrir juste après. Et 3 pays, dont la France, pourraient démarrer le stockage géologique de déchets de haute activité dans la prochaine décennie. J'insiste sur haute activité car il existe déjà aux États-Unis un stockage géologique de déchets de type MAVL. Voilà, j'en ai fini et je Merci. laisse la parole à Audrey. Voilà. Alors après Jean-Michel qui vous a parlé de CIGEO et des temps longs, on va maintenant revenir au présent avec une visite virtuelle du laboratoire souterrain que nous avons ici au centre de Meuse-Haute-Marne de l'Andra. Et ce laboratoire souterrain, eh bien, nous le construisons et nous l'exploitons depuis maintenant un peu plus de 20 ans. Et c'est vraiment un outil fondamental pour la conception du stockage CIGEO et il permet aussi d'apporter des éléments dans la démarche de sûreté. Alors, juste avant de descendre, une précision, hein, il n'y a pas de déchets radioactifs dans le laboratoire souterrain. Il n'y en aura jamais. Si CIGEO est autorisé, eh bien, les installations du stockage se trouveraient à environ 5 km du laboratoire, donc à peu près sous la forêt que vous pouvez voir au fond à l'écran. Alors, si je reviens maintenant sur le site du labo, eh bien, sous ces 2 tours, vous avez les puits d'accès qui permettent de descendre à 490 mètres de profondeur au milieu de la couche d'argile hein, qui nous intéresse et dans laquelle serait construit le futur stockage. Alors, j'imagine que les images saccadent un peu, mais je voulais simplement vous montrer pendant quelques secondes la descente dans le puits d'accès principal du laboratoire. Donc, dans ce puits, nous avons plusieurs ascenseurs qui vont évidemment permettre au personnel d'accéder au labo. Et puis, on a également un ascenseur dédié au matériel, aux engins, à tout ce dont on a besoin au fond et qui nous permet aussi de remonter la roche en surface. Alors, en réalité, la descente dure un peu plus de 6 minutes, mais on va directement accéder au laboratoire souterrain. Alors l'intérêt de ce laboratoire, eh bien, c'est d'être dans le même environnement que celui du futur stockage et d'avoir à disposition de grands volumes, de grandes surfaces de roches pour pouvoir réaliser nos expérimentations. Donc aujourd'hui, après un peu plus de 20 ans, nous avons un peu plus de 2 km de galeries dans le laboratoire souterrain. Alors juste pour vous donner une idée, en haut à droite de l'écran, vous voyez le plan des galeries. Mais je vous propose d'aller tout de suite dans les galeries scientifiques, puisque la première étape du laboratoire, eh bien, ça a été de caractériser les propriétés de la roche. Alors, je vous montre à quoi ressemble une galerie scientifique. Alors, finalement, dans ces galeries, on ne voit de la science que les capteurs qui sortent de la roche et les armoires qui permettent de collecter les informations. Et je vais vous emmener voir maintenant l'argilite que l'on peut voir ici, derrière le grillage. Alors, on ne la voit pas très bien, mais par comparaison, ça, c'est la roche et à côté, c'est du béton. Donc, l'objectif du laboratoire, c'était de connaître la composition de cette roche, de connaître la composition chimique de l'eau qu'elle contient,
connaître sa perméabilité, c'est-à-dire la vitesse à laquelle l'eau va pouvoir circuler dans la roche, et de vérifier également sa capacité à confiner et ralentir la migration des éléments radioactifs. Et ça, c'est vraiment un point fondamental. Alors, Jean-Michel en a parlé rapidement tout à l'heure, mais les déchets vont être conditionnés dans des colis, pour certains dans du verre. Ces colis en inox vont être placés dans des containers en béton, en acier. On aura également des revêtements dans le stockage. Mais ces matériaux, aussi performants soient-ils, eh bien, progressivement, au cours du temps, vont se dégrader et les déchets se retrouver dans la roche. Donc, je fais un rapide aparté sur ces matériaux, puisque dans cette galerie, sous toutes les plaques que vous pouvez voir au sol, il y en a une quinzaine, et bien en dessous, on a des forages dans lesquels sont placés des échantillons de béton, d'acier, de verre. Et l'objectif, c'est justement de savoir à quelle vitesse vont se dégrader ces différents matériaux dans les conditions, dans l'argile, dans les mêmes conditions que le stockage. Alors, si je reviens maintenant à l'objectif même de CIGEO, qui est d'isoler et confiner les déchets radioactifs sur le long terme, eh bien ça, on l'a testé dès le démarrage du laboratoire en injectant des traceurs radioactifs dans la roche afin de comprendre comment et avec quelle vitesse ces éléments radioactifs allaient pouvoir se déplacer. Alors, les résultats ont permis de démontrer que cette argile a de grandes capacités de confinement puisqu'elle est capable de piéger la plupart des éléments radioactifs contenus dans les déchets et que pour les quelques éléments radioactifs qui vont pouvoir circuler de façon très lente, eh bien, les plus rapides vont mettre au moins 100 000 ans pour sortir de la couche d'argile. Et à ce moment-là, eh bien, la radioactivité sera largement inférieure au niveau de la radioactivité naturelle qui nous entoure. Donc, à long terme, c'est vraiment la barrière géologique, l'argile, qui va assurer l'isolement et le confinement des déchets radioactifs. Alors, autre objectif du laboratoire souterrain également, c'est de regarder l'impact que pourrait avoir la construction et l'exploitation d'un stockage. C'est-à-dire, est-ce que le creusement des galeries va modifier les propriétés de la roche? Est-ce que la chaleur dégagée par les déchets de haute activité va modifier les propriétés de la roche? Donc, je vous propose d'aller voir un fond de taille pour vous parler un petit peu de l'impact justement lié au creusement. Alors, dans le laboratoire souterrain, on a testé différentes machines de creusement et notamment un tunnelier. Alors, la machine que vous voyez actuellement à l'écran, c'est un brise-roche hydraulique. C'est plutôt une petite machine de creusement, mais en tout cas, elle est bien adaptée aux dimensions du labo, parce que le laboratoire n'est pas très grand, en tout cas au regard de ce que pourrait être CIGEO. Et l'objectif, c'est de sélectionner la technique de creusement qui soit la plus adaptée pour construire CIGEO. Si j'en reviens maintenant à l'impact lié au creusement, eh bien, quand on creuse des galeries, on va créer tout autour de la galerie une zone endommagée où la roche est fissurée. Donc, dans cette zone endommagée, la roche, elle n'a plus les mêmes propriétés mécaniques, elle n'a plus la même perméabilité. Et cette zone endommagée, elle va induire également une déformation des galeries. Alors, cette déformation des galeries, elle se déroule essentiellement les 6-7 premiers mois. Et pour vous donner une idée, 1 an après le creusement, on a perdu entre 5 et 15 cm sur le diamètre. Alors après 1 an, les vitesses de déformation sont beaucoup plus faibles, elles sont de l'ordre du millimètre par an. Mais en tout cas, c'est important de connaître l'impact du creusement, de savoir comment cette zone endommagée évolue au cours du temps, parce que ça nous a permis de développer, de dimensionner et de tester des revêtements qui soient capables d'absorber la déformation des galeries dans CIGEO pour pouvoir assurer une exploitation séculaire du stockage et pour pouvoir assurer également la récupérabilité des colis de déchets si les générations futures souhaitaient les récupérer. Alors voilà une des galeries qui a été creusée avec un tunnelier. On va dire que c'est une galerie assez classique puisqu'on retrouve ces techniques de creusement dans les tunnels autoroutiers ou les métros. Et donc, au fur et à mesure du creusement, le tunnelier va mettre en place ce revêtement en béton. Et nous, ce qu'on a testé, eh bien, c'est un matériau compressible qu'on a injecté entre ce revêtement en béton et la roche. Donc, l'objectif, encore une fois, c'est de sélectionner les revêtements qui soient les plus adaptés pour construire CIGEO. Alors, je vous présente maintenant
derniers essais qu'on peut réaliser dans le laboratoire, il y en a beaucoup, mais je vais faire assez vite. C'est que dans le laboratoire, on réalise également des prototypes d'alvéoles de haute activité, c'est-à-dire les microtunnels qui pourraient accueillir les déchets de haute activité dans CIGEO. Pour vous donner une idée de la dimension de ces microtunnels, c'est environ 80 à 90 cm de diamètre. Et dans CIGEO, ces alvéoles feraient entre 80 et 150 mètres de long. Donc là, on est dans la galerie où on réalise ces prototypes d'alvéoles. Et la semaine dernière, d'ailleurs, on a creusé la 26e alvéole dans le laboratoire souterrain. Alors l'objectif ici, c'est évidemment de tester le creusement de ces alvéoles, de faire des alvéoles qui soient de plus en plus longues et de regarder également comment ces alvéoles vont évoluer au cours du temps. Dans cette alvéole, vous pouvez apercevoir une sorte de croix. Ce sont en fait des capteurs qui vont mesurer la déformation du tubage en acier, puisqu'encore une fois, on doit pouvoir assurer le retrait des colis pendant toute la durée d'exploitation de CIGEO. On mène également des essais sur la chaleur. Est-ce que la chaleur dégagée par les déchets va avoir un impact sur ce tubage en acier et sur la roche? Et pour terminer, on voit également ici de la fibre optique qui va permettre de mesurer la température et la déformation du tubage. Donc, on a vu énormément, évoluer les capteurs au cours du temps. Et je vais finir en disant que ce laboratoire aujourd'hui, c'est plus de 27 000 points de mesure en continu. C'est plus de 2,7 millions de données qui sont acquises chaque jour. Ce qui fait qu'en plus de 20 ans, on a quasiment 6 milliards de données dans notre base. Donc, je pense que là, on comprend tout l'intérêt et l'enjeu du laboratoire souterrain dans la conception de CIGEO. J'ai parlé de débat public, mais entre les débats publics, l'ANDRA mène des actions de concertation locale pour définir un certain nombre d'éléments du projet. Par exemple, comment son alimentation en eau, la conception des accès et bien d'autres éléments techniques sont concertés localement. Peut-être qu'Audrey peut ajouter quelques mots. Sur la concertation, Oui. la concertation, c'est plus de 1400 participants. Voilà. Sont des riverains, des élus, des représentants d'associations, sur des sujets qui, localement, concernent plutôt l'aménagement du territoire. Et maintenant, aujourd'hui, il y a des concertations aussi à l'échelle nationale, notamment sur la phase pilote et la gouvernance du projet. La façon dont les différentes étapes du projet seront pilotées et comment différentes parties prenantes pourront y participer, quoi. Ils ne sont pas très nombreux, mais il y en a. Et il y a énormément d'échanges à l'international sur le stockage. On est favorisé par le fait que ce n'est pas une activité commerciale compétitive. Nous ne sommes pas en concurrence avec nos homologues belges, suisses ou anglais. Donc l'échange international se fait beaucoup. Après, sur le développement du projet, on a vu dans le laboratoire souterrain ces micro-tunneliers que nous testons. Évidemment, tous ces développements sont faits avec l'industrie. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est la déformation pendant la durée d'exploitation du stockage, c'est-à-dire pendant un peu plus d'un siècle. Mais à la fin d'exploitation du stockage, si on est autorisé, eh bien l'installation souterraine sera complètement refermée, scellée, justement pour assurer le confinement des déchets radioactifs à long terme. Et donc toutes les galeries seront entièrement rebouchées, notamment aussi pour assurer une stabilité mécanique dans le temps. Donc vraiment, la déformation, c'est pendant la phase d'exploitation. C'est intéressant, ces revêtements en béton, finalement, on cherche à ce qu'ils aient une durée de vie séculaire. Et on est dans un schéma finalement très comparable à des projets de métro ou de tunnels ferroviaires souterrains. Donc là encore, on peut facilement échanger avec l'industrie sur ces technologies. On est dans le même domaine. Mm. On peut continuer à les entreposer. C'est
pour nous, et pour ceux qui travaillent sur ce sujet, ça n'est pas une solution définitive, mais c'est une solution quand même. Donc, en cas de problème, eh ben, de toute façon, on peut continuer à entreposer les déchets pour chercher à faire mieux. Bon, alors notre objectif à nous, c'est pas de louper la phase pilote, c'est plutôt de la réussir quand même. Donc, on fait tout et on prend le temps de faire les choses correctement pour que justement tout ça soit un succès et qu'on puisse tous ensemble le constater, ou que nos enfants plutôt, en tout cas pour ce qui me concerne, pourront le constater au terme de la phase pilote. Voilà.